Dutré. Aujourd'hui, je suis chercheur, je suis directrice de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Ça me fait très plaisir d'être ici parce qu'en fait, j'ai fait une bonne partie de mes études à Toulouse avant de partir travailler à Grenoble où j'ai fait ma thèse et de passer plusieurs années à l'interféromètre du plateau de Bure, à travailler à l'IRAM avant de venir, de partir à Bordeaux. Et donc, je suis radioastronome, je travaille dans le domaine millimétrique. Plus particulièrement, j'étudie la formation des systèmes planétaires en utilisant tous les grands interféromètres millimétriques et tout particulièrement ALMA, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc en fait, mon exposé va consister à vous présenter un petit peu ce que c'est la radioastronomie millimétrique, pourquoi on s'intéresse à tout ça. Ensuite, je parlerai d'ALMA. Et en filigrane, je vous présenterai l'évolution de ce qu'on comprend de la formation des systèmes planétaires avant de présenter les résultats très récents d'ALMA. Ça, c'est le titre de mon exposé. Donc, le plan de mon exposé, je voulais donner. Et en 1900, en fait, la radioastronomie millimétrique, la radioastronomie a vraiment commencé après la Seconde Guerre mondiale, et la radioastronomie millimétrique dans les années 65-70. Et tout a commencé, un domaine immense d'activité s'est ouvert en 1975 lorsqu'il y a eu la première détection de la molécule du monoxyde de carbone, CO. Et donc ça a ouvert une ère nouvelle qui correspondait à l'étude des milieux interstellaires froids, puisque en fait ces molécules se forment dans le milieu interstellaire, en particulier surtout dans les nuages moléculaires, qui sont essentiellement de l'hydrogène moléculaire ou du dihydrogène. C'est dans ces nuages moléculaires que se forment les nuages. En fait, ce sont des nuages denses et froids qui vont donc rayonner à des longueurs d'onde millimétriques et submillimétriques. Ce sont des endroits où l'extinction de la poussière est telle qu'elle ne permet pas aux rayonnements des étoiles de pénétrer en quantité. On n'a donc pas de chauffage. Alors typiquement, l'unité dont moi je vais vous parler, c'est le Kelvin. Et donc pour fixer les échelles de température, moins 273 degrés Celsius correspondent à 0 degré Kelvin. Alors voilà, quand on regarde le spectre électromagnétique, je prends mon pointeur. Ah mais j'ai un vrai pointeur, je crois. Voilà. Oui. Voilà. Ça, j'arrive à faire l'utiliser. Donc voilà, le domaine visible. Donc en fait, le soleil typiquement rayonne à une température qui est de l'ordre de 6000 degrés, 6000 à 10 000 degrés Celsius. Donc vous avez le soleil. Et donc le domaine micro-ondes qui correspond donc à des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre à 10 millimètres. Correspondent à des tailles beaucoup plus petites en termes d'échelle de ces longueurs d'onde et donc correspondent à un rayonnement qui est émis par une source qui fait, disons, entre 10 et 20 Kelvin. Donc une source très froide. Alors, j'aime bien ce diagramme parce que finalement, celui-là, il permet de voir, ça c'est M51, la galaxie des chiens de chasse, une galaxie proche de nous. Et ce que vous avez ici, c'est, quand on l'observe différentes longueur d'onde dans le spectre électromagnétique, qu'est-ce qu'on voit? Alors dans le domaine X-ray, donc rayonnement X, on voit essentiellement des supernovas, donc des objets extrêmement puissants qui émettent, puissants et très très chauds. En ultraviolet, on va voir des régions de formation des étoiles chaudes massives. Dans la lumière visible, et bien en fait la lumière visible, c'est toutes les étoiles comme notre Soleil, et il y en a beaucoup dans une galaxie. Dans l'infrarouge, on va voir des régions de formation d'étoiles, comme les régions de formation dans lesquelles le Soleil est né un jour. En domaine millimétrique, on va voir les nuages moléculaires denses et froids. Et en ce qui concerne les très grandes longueurs d'onde de radio, c'est plutôt le milieu, vraiment le milieu interstellaire et tout ce qui est ionisé entre les étoiles et entre les nuages moléculaires. C'est pour ça que vous avez une émission très étendue. Voilà. Donc, l'émission des molécules. En fait, on sait que chaque molécule émet un spectre, dans le domaine des spectres électromagnétiques, discret, de rotation, de revibration, à des fréquences qui sont mesurables au laboratoire et prédictibles. C'est un mécanisme quantique, et donc elles sont quantifiées.
Sous l'effet du rayonnement et des collisions entre les molécules, essentiellement le dihydrogène, l'hydrogène moléculaire, ce spectre va être excité dans le milieu interstellaire, dans les nuages, et on se retrouve donc avec un spectre discret. Alors ici, je vous donne les transitions qui sont les plus connues de monoxyde de carbone, le fondamental, donc vous voyez, qui rayonne à 2,7 mm, et la deuxième transition de rotation à 230 à 1,3 mm. Donc en fait, ces longueurs d'onde nécessitent d'observer avec un radiotélescope millimétrique. Alors ces molécules qui sont rencontrées dans le milieu interstellaire sont extrêmement importantes pour des tas de raisons, et l'une des raisons, c'est qu'en fait, l'essentiel de la matière dans ces nuages est sous forme d'hydrogène moléculaire, mais le dihydrogène ne possède pas de spectre facile à observer. On n'a pas de spectre de rotation dans le domaine millimétrique et submillimétrique. Essentiellement, la liaison HH est électriquement équilibrée, donc voilà. Donc du coup, on va chercher des molécules traces qui sont les plus abondantes en pH2. Et dans ces cas-là, la molécule la plus abondante dans ces nuages, c'est le monoxyde de carbone. Mais quand je parle d'abondance, vous voyez, c'est vraiment une abondance trace. Donc en fait, par rapport à H2, c'est quand même très très peu. Mais aujourd'hui, on vient détecter dans le milieu interstellaire et dans les enveloppes d'étoiles évoluées, donc essentiellement dans les régions de formation stellaire chaude et dans les enveloppes d'étoiles évoluées, environ 200 espèces. Donc ici, vous voyez qu'on a des espèces avec 2 atomes, jusqu'à des espèces qui ont plus de 12 atomes. Et on a des espèces qui sont de plus en plus complexes. Donc on va vers le complexe, on comprend de mieux en mieux comment ces molécules se forment, et en particulier, un des grands thèmes de l'astrochimie aujourd'hui, c'est de comprendre comment on est passé de molécules simples à des molécules de plus en plus complexes qui vont amener l'émergence de la vie. Donc ici, je vous ai mis la suite de cette grande liste, et là, vous avez en fait des molécules qui sont plus simples. Mais donc, vous voyez, depuis les années 70-75, on a détecté tout ça, et en fait, c'est un domaine qui évolue assez vite. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'observation de ces rayons? En fait, quand on veut caractériser le milieu que l'on observe, l'astrophysique que l'on observe, l'observation de ces rayons va apporter des informations fondamentales sur la physique et la chimie du milieu, tout simplement parce que leur intensité va dépendre de la physique et des conditions physiques qui règnent dans le milieu observé. Donc, on va faire des cartographies de ces molécules dans le plan du ciel, et on va aussi avoir accès à l'information en fréquence par la vitesse. L'arrêt peut être que l'on observe par différents effets, ça peut être l'agitation thermique, toujours, la turbulence aussi d'une peut observer. On a bien sûr une vitesse intrinsèque de l'objet astrophysique par rapport à nous. Et donc, si on veut remonter depuis le spectre que l'on observe aux conditions physiques qui ont permis d'observer ce spectre, il faut modéliser ces objets en tenant compte de la géométrie, des lois de densité, de température et de la turbulence très souvent. Donc en fait, c'est un domaine en soi, d'études en soi, et outre ça, on veut aussi comprendre la chimie du milieu interstellaire, c'est-à-dire comment on va former ces molécules. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est finalement, ces deux domaines-là sont indissociables. Pour connaître la chimie du milieu interstellaire, on a besoin de connaître les conditions physiques, la géométrie de l'objet qu'on étudie. Donc il ne faut pas oublier que, pour nous, le laboratoire est très très loin. Donc il faut toujours essayer de comprendre cette géométrie qui est quand même un paramètre fondamental. Alors, dans les années 80, donc, les premiers radiotélescopes millimétriques étaient petits, donc vous voyez, 1 à 3 mètres de diamètre. Alors les angles, c'était POM 1 à l'Observatoire de Bordeaux et POM 2 qui se trouvait dans les Alpes, sur le plateau de Bure, c'est sur POM 2 que j'ai fait ma thèse. Alors, à l'époque, la résolution angulaire donc, était faible. Typiquement, la résolution angulaire elle est donnée par le rapport de la longueur d'observation. Il est mort. Je lui ai rien fait. Hein. Décidément. Il n'a pas résisté. Celui-là, il est. Ah voilà, il est vert. Vous m'entendez? Oui. Bon.
Donc, par la résolution donnée par la longueur, le rapport de la longueur d'onde sur le diamètre. Donc, on voit qu'avec un petit télescope de 2 à 3 mètres, en fait, on va avoir des résolutions angulaires qui sont très faibles. C'est-à-dire qu'en fait, le plus petit détail que l'on peut pouvoir discerner, parce que c'est ça que représente la résolution angulaire, va être en fait quelque chose déjà de très gros. Donc, si je vous donne quelques définitions, donc un parsec, c'est la part à la seconde, c'est la distance à laquelle une unité astronomique, qui est la distance Terre-Soleil, qu'on note, voilà, sur une seconde, voilà, une seconde là. Donc, et un parsec va valoir 3,8 années-lumière ou 200, à peu près 200 000 unités astronomiques. Donc, il y a des régions de formation des planètes, des étoiles qu'on aime bien, il y a la constellation du Taureau, parce que c'est la région de formation d'étoiles de faible masse, c'est-à-dire similaire au Soleil, la plus proche de nous. Donc on voit que typiquement, avec les résolutions des télescopes de 3 mètres de diamètre, on avait des résolutions linéaires qui n'étaient quand même pas très bonnes, 0,1 parsec. Vous verrez tout à l'heure que ça représente une grande différence. Et à la distance d'Orion, qui est à 450 parsecs, 1500 années-lumière, donc c'est 3 fois plus. Donc, avec ces petits télescopes, finalement, on arrive à faire des cartographies à grande échelle des nuages moléculaires, dont on sait quelles sont les nurseries d'étoiles, les endroits où se forment les étoiles. Et un exemple typique, c'est le nuage moléculaire géant d'Orion A, qui est, lui, un nuage un petit peu plus chaud que le Taureau et qui va former des étoiles massives. Donc, voilà une cartographie en monoxyde de carbone de Orion A. Donc ici, vous avez 60 parsecs. Et ici, j'ai mis une image optique. Là, cette taille-là représente 3,40 parsecs. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des milliers d'étoiles en formation ici. En optique, vous voyez les étoiles chaudes, vous voyez toutes les étoiles. Et là, vous voyez le milieu beaucoup plus froid autour des étoiles, où sont enfouies, en fait, des proto-étoiles. Et en fait, cette partie-là correspond à ça. Alors sur cette image, ce qu'il faut voir, c'est que l'émission rouge, c'est l'émission qui va s'éloigner de nous, le codage, la couleur code la vitesse, et le bleu, c'est l'émission, voilà, c'est sur les molécules qui sont proches de nous. Alors, ça, c'est ce qu'on pouvait faire dans les années 80 et 90. Quand on s'intéresse aux différentes échelles de la formation stellaire et planétaire, je vous l'ai mis ici, pour avoir quelques références. Donc l'échelle typique d'un nuage moléculaire, c'est 10 à 30 parsecs. On a bien vu que le nuage moléculaire d'Orion A faisait 60 parsecs. On sait que ces nuages moléculaires, sous l'effet de la gravitation, on va avoir des cœurs qui vont se fragmenter et s'effondrer sur eux-mêmes pour donner la proto-étoile avec un axe privilégié qui est l'axe de rotation du système, et on va voir apparaître une galette aplatie dans lequel va se former le disque, et c'est dans ce disque en fait que vont se former les systèmes planétaires. Et dans le même temps, on a l'éjection d'un puissant jet qui va en fait servir à réguler la rotation du système de la proto-étoile pendant la phase de formation de l'étoile, permettant ici en fait de former l'étoile. Donc quand on regarde ces échelles, on voit que le début de l'effondrement gravitationnel, ça correspond à 10 000 unités astronomiques. N'oublions pas qu'une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Les étoiles très jeunes, typiquement, c'est 1000 unités astronomiques. Et les disques qui sont ici, dans lesquels vont se former les planètes, c'est 100 à 500 unités astronomiques. Et un système planétaire, c'est 50 unités astronomiques si on pense à notre système planétaire. Donc en fait, avec ces télescopes de 3 mètres de diamètre, on était bien loin de comprendre tout ça, mais disons que voilà, on était en train de commencer à lever le voile sur la formation des cœurs denses qui vont amener dans lequel vont se former les étoiles. Donc, on a continué, les techniques ont évolué. Dans les années 85, a été mise en route à l'IRAM, qui est l'Institut de radioastronomie millimétrique, un télescope qu'on dit single dish, c'est-à-dire en fait antenne unique, de 30 mètres de diamètre. Ce télescope dans la Sierra Nevada est toujours
en opération, Télésphore Nevada en Espagne. C'est toujours une des plus grandes antennes qui travaille à longueur d'onde de 1,3 mm. Et à cette distance-là, eh ben, on gagnait un facteur 10 sur la résolution. Ça signifiait que, vous voyez, 2000 unités astronomiques, eh bien, on est vraiment à l'échelle des cœurs denses, et même en dessous, on devrait commencer à comprendre vraiment la formation stellaire. Et pour vous donner, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, il est sur le sommet de Pico Veleta à 2800 mètres d'altitude. Et là, il y a beaucoup de neige. Et en fait, au sommet de Pico Veleta, il y a aussi une station de ski. Ce qui fait qu'à ma connaissance, ça doit être le seul télescope où on peut prendre les skis et puis prendre les skis quand on observe. Et puis hop, on doit aller faire du ski. Donc voilà, petite histoire. Et on a vraiment des skieurs qui passent très près du télescope. Ça, c'est donc le bâtiment associé au télescope. Pic du Midi aussi. Ah oui, mais le Pic du Midi, c'est pas aussi rond, c'est pas aussi plat. Là, c'est vraiment une station de ski où il y a eu le mondial de ski, je crois, en 2002, 2004, même non, en 94 ou 96. Et là, c'est vraiment une station de ski, comme voilà, on peut en trouver dans les Pyrénées ou les Alpes. Donc voilà. Donc maintenant, quand vous observez avec un instrument comme le 32 mètres de l'IRA, on voit que les échelles ont changé. Ici, vous avez toujours la nébuleuse optique. Donc là, ça fait 3-4 parsec. Et là, vous voyez à peu près la même taille. Donc là, on voit toutes les étoiles chaudes qui sont là. Et là, on voit donc tout le gaz beaucoup plus froid et plein de... Enfin, en fait, on sait maintenant qu'il y a plein de proto-étoiles enfouies à l'intérieur. Et donc, la zone très très chaude qui s'appelle Orion KL se situe ici. Donc, on peut commencer avec le 32 mètres à comprendre la formation des étoiles, mais on est encore loin de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir former les systèmes planétaires. Pour ça, il faut passer à une échelle supplémentaire qui est significative, et le problème de fond auquel on se heurte, c'est comment faire une antenne de 400 mètres de diamètre, voire plus. Ça, on ne sait pas faire. Il y a des défis techniques qui ne peuvent pas faire ça. Il faut que cette antenne soit extrêmement stable. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on prend plusieurs antennes. C'est ce qu'on appelle un interféromètre. Là, je vous présentais l'interféromètre de l'IRA, qui est situé dans les Alpes françaises, au plateau de Bure, qui a été mis en construction avec 3 antennes en 91, en 2006. En 2000, il avait 6 antennes qui travaillaient toujours à 3 et 1,3 mm. Et maintenant, en 2018, il a 10 antennes. En 2019, il a 10 antennes et il va aller jusqu'à 12 antennes. Et il s'appelle... voilà. Donc, pour un interféromètre, en fait, la résolution va nous être donnée par le rapport de la longueur d'onde sur la distance entre les antennes. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on prend une zone, on répartit les antennes sur ces 400 mètres de diamètre, et à partir de là, on va avoir un certain nombre de points de mesure qui est en fait le long de la ligne de base. Et donc pour une antenne, on va se retrouver simultanément avec n-1 sur 2 mesures indépendantes. C'est le nombre de lignes de base de paires d'antennes. On utilise en fait le fait que la rotation terrestre, la Terre tourne pour augmenter le nombre de points à observer. C'est le principe de la synthèse d'ouverture. Et en fait, un interféromètre, c'est beaucoup d'électronique à cause des récepteurs et à cause du corrélateur qui va récupérer tous les signaux qui viennent de ces paires d'antennes pour permettre de faire les corrélations et reconstruire ensuite le signal de façon mathématique. Donc, voilà à quoi ressemble le plateau de... Ah, excusez-moi. Le plateau de Bure en 2006, ça c'est une photo prise de l'été. Donc voilà, 600, là c'était en fait 800 mètres de diamètre. Donc vous avez des lignes de base, en fait les antennes du plateau de Bure se déplacent sur des rails. Là vous avez la ligne est-ouest. Vous avez aussi une autre station ici. Et pour échantillonner mon grand télescope de 800 mètres, en fait on va déplacer les antennes. On va faire plusieurs configurations, on va déplacer les antennes pour échantillonner au mieux cette section de 800 mètres. Mais donc, on voit que finalement, c'est quand même, ça prend énormément de temps. Et si on veut que ce soit vraiment performant,
Il ne faut pas avoir 6 ou même 12 antennes, il faut en avoir beaucoup pour pouvoir faire instantanément beaucoup de points de mesure. Alors, voilà à quoi ressemble l'interféromètre de l'IRAM en hiver. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de neige. C'est un site difficile d'accès et difficile aussi à cause des conditions climatiques. Ça, voilà où on en était donc dans les années 2000. Et là, je vous ai mis sur cette photo, en rang allemand, les instruments qui existaient. Similaire à l'interféromètre du plateau de Bure qui est ici. Vous aviez un télescope, un interféromètre japonais, et vous aviez ensuite 2 interféromètres américains qui ont ensuite été mélangés. C'est-à-dire que les antennes ont toutes été ramenées au même endroit pour former ce qu'ils appelaient carreaux. Mais bon, on se retrouvait toujours avec le problème qu'on n'avait que peu d'antennes dans ce fameux cercle. Et donc, en fait, ça prenait extrêmement beaucoup de temps, sans compter que le fait d'avoir peu d'antennes signifiait qu'on avait peu de sensibilité, parce que la sensibilité d'un instrument nous est donnée par la surface collectrice. Voilà, et là, ici, je vous ai mis en 2018 NOEMA, qui est donc le nouvel interféromètre, la suite du plateau de Bure. Voilà, qui aura 12 antennes de 15 mètres d'ici 2 ans. Et qui commence à devenir compétitif avec Alma dans certains domaines. Concernant la formation planétaire et la formation et la formation des étoiles, que savait-on dans les années 2000? En fait, les premières observations étaient des observations non résolues. Donc ici, vous avez le flux en fonction de la longueur d'onde. Là, on a modélisé l'émission de l'étoile et on voit qu'on a ce qu'on appelle un excès infrarouge. Vous avez un autre exemple ici. Donc, le flux en fonction de la longueur d'onde. Et donc, quand on modélise cette émission, cet excès infrarouge qui correspond à l'émission de la poussière, on s'aperçoit que le seul moyen de le modéliser correctement, c'est de supposer qu'on a une galette aplatie. Donc, la structure n'est pas sphérique autour, mais c'est un disque. Et effectivement, le HST nous montre des beaux disques. Voilà, donc là, vous avez des observations du Hubble Space Telescope faites dans les années 95, à peu près 95-2000, et les objets sont vus par la tranche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez le disque de poussière, et en fait, cette poussière est tellement dense que l'émission de l'étoile ne sort pas. Donc, en fait, ça apparaît comme une bande sombre. Vous retrouvez la bande sombre aussi ici. Un petit peu moins ici, mais on le voit bien ici et bien ici. En fait, ces disques sont vus par la tranche. Donc, ils sont vus comme ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette émission-là et cette émission-là? En fait, ça, c'est la lumière de l'étoile, qui se trouve au centre et qu'on ne voit pas, qui est diffusée à la surface du disque par les particules de poussière qui se trouvent à la surface du disque. Et en fait, c'est un processus de diffusion exactement comme les phares de voiture dans le brouillard. Donc, c'est ce que vous voyez, le disque, avec la surface, les 2 surfaces du disque, et les petites poussières qui réfléchissent la lumière de l'étoile à la surface. Voilà. Alors ça, c'était ce qu'on voyait en optique. Alors, quand on observe en millimétrique, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, je vous ai mis une image optique prise avec le HST, donc le Hubble Space Telescope. C'est un des objets de la figure précédente, où il est très similaire. Et là, vous voyez donc la bande sombre où il y a l'essentiel de l'émission de la poussière. Vous voyez un G, parce que cet objet est encore assez jeune, donc il y a un G. Et on observe ça en 12 CO, c'est la transition de 1. Alors là, vous allez me dire, c'est bien, mais il n'y a pas de gaz alors dans ce disque. On voit que du monoxyde de carbone sur le flot et puis on ne voit même pas un flot de l'autre côté. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ça s'est enfui dans un nuage moléculaire. Le nuage moléculaire, il émet aussi en CO, en monoxyde de carbone. Et si l'émission du nuage moléculaire qui est devant, elle est trop intense, on ne voit pas l'émission derrière. C'est comme un mur. On a l'opacité telle, en fait, on ne voit pas le disque. Parce que l'opacité du nuage empêche de voir le disque. Ça n'est pas transparent à cette longueur d'onde-là. Et ici, par contre, c'est transparent, on voit le flot de polaire.
Alors, on se dit, il faut aller observer dans une molécule moins, où le nuage moléculaire sera transparent. Et c'est ce qu'on fait en observant en 13CO, qui est donc un des isotopes de CO. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une émission le long du plan du disque. Alors, à nouveau, le codage signifie que là, on voit la partie du disque qui vient vers nous, et là, la partie qui s'éloigne. Donc, en fait, vous avez un disque que vous voyez par la tranche qui tourne, et vous voyez donc l'émission. Voilà, vous voyez la partie du disque qui vient vers nous, et l'autre qui s'éloigne. Et ensuite, quand on regarde, on observe l'émission thermique de la poussière, voilà, on retrouve l'émission centrée bien sur la zone son observée en optique. Donc voilà ce qu'on voyait dans les années 2006. Quelque chose aussi de très intéressant concernant la formation planétaire, c'était que cet objet avec le HST, donc là, à nouveau, je reviens à une image en lumière diffusée, vous voyez que ça bouge. L'émission bouge. En fait, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire que là, vous avez des observations de ce système qui ont été faites de 1995 à 2002. Donc, on voit d'abord qu'on a des processus d'éjection le long du jet. Et on voit aussi que l'émission en lumière diffusée sur le disque bouge. En fait, ce qui se passe, c'est que proche de l'étoile, proche parce qu'on voit qu'on est sur une échelle de temps rapide, donc on doit être à peu près à 1 ou 2 unités astronomiques de l'étoile comparé à notre système solaire. Et ben en fait, on doit avoir des inhomogénéités qui vont changer l'intensité de la diffusion. Donc en fait, ça va projeter différemment les ombres. Voilà. Et ça explique ça. Mais bon, ce genre de choses, on ne sait pas encore 100% le modéliser. On comprend qualitativement comment ça fonctionne, mais on n'a pas encore clairement tous les éléments observationnels en main pour pouvoir faire une modélisation fine. Donc voilà où on en était, côté optique. Dans le même temps, les interféromètres millimétriques ayant grandi, si j'ose dire, ayant eu des lignes de base de plus en plus grandes, donc des résolutions angulaires qui permettaient de voir des détails de plus en plus petits, et bien voilà ce qu'on observait dans les années 2005-2010, très peu de temps avant qu'Alma démarre. Ici, vous avez l'émission d'un disque d'un disque de poussière autour d'une étoile qui fait 2 masses solaires. C'est une étoile jeune qui a à peu près 1 million d'années. Ce que vous avez là, c'est une étoile similaire au Soleil, à peu près la même masse, pareil, 1 million d'années. Et quand on augmente la résolution, on va observer à plus haute fréquence, qu'on augmente la résolution, on voit là, en fait, la couleur très sombre, le violet, correspond à la partie la plus dense. Ici, on s'aperçoit que c'est étalé. Mais en fait, si vous voyez bien, il y a un trou. Et l'analyse précise des données montre effectivement qu'on a une cavité au centre de 25, d'à peu près une vingtaine d'unités astronomiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quelle peut être l'origine de cette cavité? En fait, l'origine de cette cavité est vraisemblablement due au fait qu'on a déjà des planètes qui sont formées au centre et que donc, par gravité, le milieu du disque a été évidé. C'est ce qu'on a appelé un disque de transition. Et c'est ce que vous voyez ici, en fait, avec un survey, un atlas qui a été fait au Sapphire Millimeter Array dans les années 2011. Vous voyez, et donc, on s'aperçoit effectivement que la plupart des disques, l'émission, elle est tout sauf piquée au centre. Donc, il y a beaucoup de disques, vraisemblablement, on a déjà des systèmes planétaires, des embryons de systèmes planétaires au centre. Celui-là, finalement, c'est un peu une exception. Celui-là aussi vient piquer au centre, là. Voilà. On en était là. Donc, en fait, on en était là. Ce qu'il faut voir et qui est important à retenir, c'est que la taille de ces trous, c'était à peu près tout notre système solaire. Alors, comment se forment ces trous, d'abord? Donc là, je vais vous montrer une simulation qui a été effectuée dans les années 2004 par Frédéric Massé du CEA et qui est un modèle hydrodynamique, en fait, de simulation d'un disque de gaz dans lequel on a mis une planète et on regarde comment cette planète a déformé le disque et accrété de la matière. Et donc, vous voyez, je vais vous le repasser, que très vite, on forme
très vite, on va former un anneau, vous voyez, un anneau, et puis plus ça évolue, plus cet anneau grandit, et puis à la fin, on se retrouve quand même avec de l'émission proche de l'étoile. Alors, le trou au centre, en fait, c'est un effet du modèle. Il n'y a pas de trou au centre, c'est qu'à un moment, il faut arrêter la grille. En fait, là, vous avez l'étoile et vous avez un disque interne encore ici. Donc, vous avez ce qu'on appelle un sillon, un large sillon. La largeur du sillon va dépendre de beaucoup de choses, mais quand même en priorité de la masse de l'étoile, de la planète qu'on forme. Donc voilà où on en était quand on regardait ces trous. Ici, vous avez un modèle, un petit schéma qui explique la chose. Vous avez donc une étoile centrale avec un petit disque autour, et puis vous avez un trou, et dans ce trou, on a une, voire plusieurs planètes. Et donc voilà donc où on en était, et vous voyez, ce trou est quand même grand, puisque dedans, on va pouvoir mettre à peu près tout notre système solaire. Tandis que le petit disque qui est là est tout petit, puisqu'il va à peu près jusqu'à l'orbite de Mercure. Mais bon, on s'était dit, si on construit des instruments plus puissants, on doit pouvoir voir. Alors là, vous avez une simulation qui avait été faite par un collègue allemand. Il avait pris une des simulations que je vous ai montrées là, vous voyez, vous avez un exemple, et puis il avait fait tourner, il avait fait tourner un code de transfert radiatif pour simuler l'émission que l'on observerait avec un instrument extrêmement puissant, un interféromètre extrêmement puissant avec 10 km de ligne de base, vous voyez, un diamètre de 10 km, et il était arrivé à la conclusion que si on avait la sensibilité suffisante, on devait arriver à voir ces sillons. Vous voyez, c'est ce qu'on voit là. Dans la distribution de la poussière. Alors la question, vous allez me dire, mais c'est bien beau de voir le sillon, mais pourquoi est-ce que si on voyait la planète, ça serait encore mieux? Alors malheureusement, la planète, on ne peut pas la voir directement. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est le disque circumplanétaire et la matière accrétée sur ce qu'il y a, ce disque circumplanétaire, la matière qui est en train de former la planète. C'est ce que vous voyez ici. Voilà, donc là, vous avez une autre simulation. Alors là, par contre, le cas est idéal, c'est qu'en fait, on n'a pas la plupart des objets sont avec des disques inclinés. On a pris l'assiette et hop, on a mis l'assiette comme ça. Donc forcément, on voit beaucoup mieux le sillon que si c'était incliné. Bon, et quand on compare ces échelles à notre système solaire, voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc là, vous avez un demi-disque de Tétori, donc c'est-à-dire en fait une étoile similaire au Soleil quand il était jeune. Et ici, vous avez le système solaire, avec la représentation du disque de la nébuleuse proto-solaire. Et donc, on voit très bien, effectivement, que si on veut arriver à comprendre comment on a formé nos planètes, et ben, en fait, il faut des résolutions qui soient de l'ordre de 10 unités astronomiques. Les 10 unités astronomiques, eh ben, c'est quand même une résolution extrêmement grande, puisque une unité astronomique correspond à 0,07 secondes d'arc. On était loin à ce moment-là de faire ça. Ça se faisait en optique, mais pas en radio. Donc, pour comprendre la formation planétaire, dès les années 90, les gens se sont posé la question de construire un instrument qui permette de faire les observations dont on avait besoin. Et c'est devenu ALMA. Donc, il fallait aller vers plus de sensibilité et de résolution. Et le but d'ALMA était de comprendre la formation de l'univers, les premières galaxies à grand redshift, la formation des planètes, et donc à la distance du taureau, on voit qu'il faut une résolution de 0,01 seconde d'arc si on veut à peu près sonder 2 fois la distance Terre-Soleil. C'est donc, après un certain nombre d'années de recherche d'un site, il a été choisi de le mettre dans le désert d'Atacama, qui est le désert le plus sec du monde, et c'est devenu donc ALMA. L'Atacama, là, une méthode. Et un des buts à l'époque était de dire qu'il faut détecter une source 25 fois plus faible dans un même temps d'observation qu'au plateau de Bure. Donc on prend 2 heures d'observation du plateau de Bure, dans 2 heures d'observation d'ALMA, on va avoir un objet 25 fois plus faible. Voilà. Et la résolution angulaire, on voulait aller donc jusqu'à un diamètre de 18 km, puisqu'on avait 18 km de ligne de base. Et les bornes d'observation allaient je vais vous montrer, de 3 mm à 0,3 mm. Alors pour ça, il a fallu que les astronomes s'organisent.
Donc, ça paraît simple, mais ça a été une des parties les plus compliquées du projet. Parce qu'en fait, il faut voir que le projet allemand, c'est encore aujourd'hui le plus grand projet sol jamais réalisé en astrophysique. Donc, on a été assez vite en fait, puisqu'entre 94 et 97, il y a eu des pourparlers entre les communautés européennes via l'ESO, le European Southern Observatory, les communautés américaines via le NRAO, le National Radio Astronomical Observatory, avec un financement qui était 50% des deux côtés. Ça a mené à la signature d'un Memorandum of Understanding, donc en 97, et à l'époque, on voulait construire 64 antennes de 12 mètres, pour une surface collectrice énorme. Et le site de Charenton avait donc été choisi, puisque c'était le désert le plus sec du monde. Alors, vous voyez ce que ça donne en termes d'opacité de l'atmosphère quand on compare ALMA aux autres instruments. Donc ici, vous avez la fréquence, ici, vous avez l'altitude, et en fait, cette courbe nous montre que, en ce qui concerne l'UV, l'X ou le domaine gamma, on est obligé d'avoir des satellites parce qu'en fait, l'atmosphère est trop opaque, on n'a pas le choix. En optique, vous voyez, là, on a une opacité faible, donc on peut observer en optique. Le VLT en infrarouge, déjà, ça commence à devenir important. Quand on est vraiment en infrarouge thermique, il faut faire des instruments commerciaux, l'opacité de l'environnement. Mais avec ALMA, c'est quand même pas tout à fait parfait. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mettre le télescope sur un des sites les plus secs au monde, parce que dans le domaine millimétrique, la vapeur d'eau participe terriblement à l'opacité du ciel pour nous. Alors une autre façon de voir les choses, c'est la transmission atmosphérique. Donc ce que vous voyez ici, c'est toutes les bandes d'observation suivant les bandes de fréquence avec ALMA. Et quand je vous dis que c'est un projet international, je l'ai aussi présenté pour vous montrer que on a des petites fenêtres qui correspondent aux bandes de fréquence des récepteurs, des détecteurs. Et vous voyez qu'une partie est faite par l'Amérique du Nord, une autre partie par l'Europe, une autre partie par le Japon. Et que comme ça, en travaillant tous ensemble, on arrive à faire un instrument qui soit unique. Alors, en bref, aujourd'hui, ALMA représente un réseau de 66 antennes qui se séparent, qui se détaillent ainsi, 50 antennes de 12 mètres et non pas 64, on n'a pas eu assez d'argent, auquel on adjoint un réseau compact de 12 autres antennes de 7 mètres et 4 antennes de 12 mètres, de façon à mieux reconstruire en fait l'image à la fin. Et un des problèmes, c'est qu'il faut déplacer les antennes pour faire l'imagerie, ainsi que je vous l'ai dit, ainsi qu'on le fait avec le plateau de Bure sur des rails. Mais ALMA, ce n'est pas des rails. Donc les longueurs d'onde, eh bien, en fait, on va de 35 GHz à 1 THz, c'est l'infrarouge lointain déjà. On a 10 bandes de réception en radio, et on a un partenariat international, ainsi que je vous l'ai dit, entre Europe, Canada et USA, Japon, Taïwan, et bien sûr le Chili qui est le pays hôte, puisque le télescope est installé au Chili. Alors c'est un réseau imageur. Donc vous vous rappelez peut-être l'image que je vous avais montrée du plateau de Bure. Ben maintenant, au lieu d'avoir 6 antennes, vous voyez, quand on a toutes les antennes, ça donne ça. Donc on commence vraiment à bien échantillonner finalement, au moins beaucoup mieux échantillonner notre plan, notre diamètre, pour avoir une meilleure qualité d'image. Je vous ai aussi parlé du corrélateur, qui est une des pièces maîtresses de l'interféromètre, puisque c'est dans le corrélateur qu'on reconstruit tous les signaux venant des paires d'antennes. Et le corrélateur, en fait, que je vous présente ici, il y a uniquement un quart du corrélateur, correspond au plus grand calculateur jamais construit au monde, même aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec 3000 circuits imprimés, 20 millions de points de soudure et 1,5 10 puissance 7 opérations par seconde. Donc, c'est vraiment un instrument absolument énorme. Donc, voici une photo de ce corrélateur dans le champ, vous voyez, donc une bébé
Alors, vous voyez qu'il est très grand. Et pour comparaison, je vous montre ici le corrélateur du plateau de Bure, donc, qui était en opération à l'IRAM, au plateau de Bure dans les années 95, qui s'appelait d'ailleurs Camembert. Vous voyez pourquoi. Et en fait, vous verrez la taille, c'est avec ce corrélateur qu'on a réussi à faire les images que je vous ai montrées qui venaient du plateau de Bure. Donc on voit qu'on est vraiment passé à une autre échelle. Et dernier petit point, ici, voilà donc un technicien en train de travailler sur une carte, vous remarquerez qu'il a quelque chose, en fait il a de l'oxygène, tout simplement parce qu'il est à 5000 mètres d'altitude. Donc, il faut faire très attention quand on travaille à ces altitudes. Et donc, il a effectivement de l'oxygène. Voilà. Donc, Alma. Alors, imaginez, ça c'est une carte du Chili. Santiago est ici. Donc, vous prenez l'avion. Vous allez jusqu'à Calama. À Calama, vous prenez la route. Il y a un petit village de Chardon qui s'appelle San Pedro de Atacama. Et puis ensuite, vous continuez et vous êtes sur le site d'Alma. Alors, San Pedro de Atacama, dans les années 70-80, c'était un petit village indien typique où on trouvait des hippies. Vous voyez, j'aime bien cette photo, mais bon, ce côté paradisiaque et typique est perdu, malheureusement. Dès les années 2000-2010, on commençait à construire de plus en plus de gros buildings parce que c'est devenu très touristique. Donc, Alma, on a plusieurs centres d'opération. On a ce qu'on appelle le Re-Operation Site, qui se trouve à Charenton, à 5000 mètres d'altitude. L'Operation Support Facility, près de San Pedro de Atacama. Le Joint Alma Office, qui est en fait à Santiago. Et ensuite, on a les Alma Regional Center, les ARC. Il y en a un américain, un européen. Ensuite, il y en a aussi un taïwanais et japonais. Alors, je vous ai montré l'image de la carte tout à l'heure, et quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit en fait que c'est tout sauf plat. Vous avez San Pedro de Atacama, donc vous avez l'Argentine et la Bolivie qui sont juste à côté. Vous avez ici l'OSF à 3000 mètres, et ici vous avez la route qui fait à peu près 30 km et qui permet d'aller sur le site de Balma à 5000 mètres d'altitude. Alors quand je vous ai dit que c'était quand même un des déserts les plus secs du monde, voilà les 4 directions depuis l'OSF à 3000 mètres d'altitude. Vous voyez, il y a vraiment très très peu de choses. Là, il y a un volcan, parce qu'en plus, c'est une zone volcanique. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très désert. L'OSF, Operation Support Facility aujourd'hui, avec les bâtiments de construction des antennes et les bâtiments vie pour le personnel qui dort ici, les techniciens et les astronomes. Ensuite, on prend la route pour aller sur le site de Charenton, le Re-Operation Site. La construction de la route a été très difficile. Vous verrez, vous comprendrez après pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur à 5000 mètres? Donc, on a à 5000 mètres d'altitude, on a un petit peu de vent, vous voyez, il fait froid. Et un des problèmes, c'est qu'on doit déplacer les antennes sur ce site, et on va les déplacer avec des transporteurs, et ces antennes font 90 tonnes. Alors ces antennes ont été construites par, en fait, les Japonais, en partie les Européens, en partie les Américains, et la grosse maintenance et la réparation se fait par transport à l'OSF. Pourquoi? Parce qu'à 5000 mètres d'altitude, c'est extrêmement difficile de travailler, donc les opérations qui se font sont très codifiées. Et en février, on a l'hiver bolivien et le système est arrêté pour maintenance. Donc voilà, le désert le plus sec du monde, le site d'Alma, il était comme ça avant qu'on construise les télescopes. En 2005, on a commencé à construire. Et ça, c'est le plan, c'est un plan du site. Vous voyez, vous avez donc la route, vous avez les buildings techniciens, vous avez les antennes, tous les petits points rouges correspondent aux stations sur lesquelles on va déplacer les antennes. Donc les plus longues là, ça va faire 16 km de longueur. Et pour déplacer ces antennes, on a ce qu'on appelle le principe du zoom. C'est-à-dire qu'en fait, on part, là vous avez les 50 antennes, on part de points qui sont relativement compacts. Et puis on déplace
un petit peu tous les jours les antennes, parce qu'il y en a 50, donc si on en déplace une par semaine, vous voyez, ça fait 52 semaines, et il faut changer de configuration pour changer de résolution donc, angulaire, on a besoin. Ça donne ça. Et puis quand on les déplace de plus en plus loin, on se heurte au problème que le site n'est pas parfaitement plat. C'est ce que vous voyez ici, en fait, des variations d'altitude. Et sur les très grandes configurations qui permettent les images que je vous montrerai tout à l'heure, on se retrouve carrément avec des petites montagnes et hop, les antennes sont de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe du zoom. Voilà. Donc là, je vous montre cette image d'artiste, mais dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est les deux choses. Ça, c'est l'image d'artiste, c'est ceci. Il y en a deux. Ce sont les transporteurs qui permettent de transporter les antennes de l'OSF où elles sont construites et sur le site et de les redescendre. Et il faut imaginer, en fait, quand on voit cette image, il a fallu jouer entre faire des configurations d'antennes qui permettent à la fin d'avoir une reconstruction d'image de qualité optimale en termes de mathématiques et de physique, et dans le même temps, trouver des configurations d'antennes qui permettent aux transporteurs que je vous ai montrés de passer partout pour pouvoir déposer les antennes. Donc en fait, ça n'était pas si facile que ça. Alors je vais vous montrer un petit film qui illustre en fait une antenne et comment fonctionnent ces transporteurs. Je vais peut-être baisser, c'est en anglais. C'est pas les temps quand même. Alors ce que vous pouvez remarquer au passage, c'est que les antennes sont différentes et c'est parce qu'en fait elles ont été construites par... il y en a une partie construite par les Américains, une partie par les Japonais et une partie par les Européens. Donc ça se voit au niveau de la tâche du secondaire. Je vous le montrerai un peu plus tard. Vous voyez, celle-ci, là, par exemple, c'est une antenne japonaise, c'est une antenne américaine. Alors vous allez voir la mise en station. Il faut imaginer que ces antennes font quand même 40 000 tonnes. Donc, voilà. Donc typiquement, le transporteur ne fait pas plus de 15 km/h. Il y a une trentaine de kilomètres à faire. Donc là, vous voyez une autre antenne qui a des fixations de caméras qui sont différentes. Ça, c'est une antenne européenne. Mais les caractéristiques en termes de cahier des charges et de précision, de pointage et de surface d'antenne sont bien sûr les mêmes. Donc là, vous voyez une antenne qui est soulevée, fixée sur le transporteur. The animal transport keeps the antenna safe. Voilà, et ça, vous voyez donc les stations. Ça, ce sont les stations, voilà. Et là, on va fixer l'antenne sur la station, avec une précision de meilleure que le millimètre. Voilà.
The dog drive on the winding road is a test of both driver and engine. Donc là, vous avez un texte qui se déplace sur la route. Bon, ça, c'est passé à l'accéléré. Voilà. Et en sent du succès, des collègues japonais qui sont fans d'origami et de ce genre de choses ont fait une antenne Lego miniature avec un transporteur qui marche tout à fait, tout est électronique et tout fonctionne. Donc j'ai eu la surprise de voir ça un jour dans un colloque autour d'Allemand au Japon. Voilà. Donc on se trouve aujourd'hui avec l'interféromètre, enfin le grand onde, le grand instrument jamais construit en astronomie au sol. Et je vais maintenant vous présenter un autre petit film qui est en fait une nuit en accéléré. Donc ça dure une petite minute sur le site de Charenton. Donc là, on voit bien qu'on a des antennes différentes. Et on voit aussi que ce jour-là, il y avait des antennes qui étaient en train d'être mises en opération, qui fonctionnaient pas pour observer un objet astrophysique précis, puisque vous voyez, elles tournent. Donc on devait faire des tests dessus. Bon, là, nous avons l'air d'observer tout en même temps. Voilà. Donc, vous avez passé une observation à Charenton. Donc maintenant, je vais attaquer la dernière partie de mon exposé en présentant quelques résultats sur la formation planétaire et gamma. Donc, je suis désolé parce que les petits soucis du départ, on va dépasser l'heure. Enfin, on va dépasser la heure. Donc, ce dernier transparent, c'est juste pour vous dire que, en fait, un projet AMAS, ça correspond environ à 1 terabyte de données, ce qui est énorme. Qu'on a 40 mégabytes par seconde qui sont transférés entre le site de Charenton et le site MORSF, Support Facility, et ensuite on a 6 mégabytes qui sont en fait des moyennes parce que toutes les données sont précalibrées, qui sont envoyées à Santiago du Chili, et c'est parmi ces données-là ensuite qu'on enverra les données aux observations. Donc, quand on veut former un système planétaire, on a vu donc qu'on avait une galette, un disque en rotation keplérienne autour de son étoile centrale. Ça, on le savait dès les années 95. On avait appris aussi que le plan de ce disque était très froid parce qu'il était en fait caché du rayonnement de l'étoile par la poussière. Donc on avait un gradient de température assez important entre le plan du disque que vous voyez ici et la surface. Il était froid au point qu'en fait beaucoup de molécules étaient en fait étaient collées sur les grains et formaient des manteaux de glace sur les grains de poussière. Et on savait aussi en fait que dans le même temps on s'attendait à ce que les grains de poussière grossissent et tombent sur le plan du disque pour former ce qu'on va appeler les planétésimaux qui sont ensuite des embryons planétaires en accrétant du gaz. Mais bon, alors là, voilà à peu près où on en était. Et je vais vous présenter une observation qui est assez particulière en fait, qui est pour nous, quand on observe un spectre, par exemple, la molécule de CO,
C'est quelque chose que l'on observe qu'on étudie de façon routinière avec ALMA. C'est ce qu'on appelle de la spectro-imagerie. En fait, chaque petite boîte que vous voyez ici correspond à un plan de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, dans un disque qui est montré ici, là, vous avez l'exemple, donc, alors, on a un disque en rotation qui est incliné le long de la ligne de visée, qui va tourner. Et donc, on a une partie, on va voir qui vient vers nous, une partie qui s'éloigne. C'est ce qui est codé entre le rouge et le bleu. Le bleu vient vers nous, le rouge s'éloigne. Et donc, tous ces canaux vont traduire une partie de cette émission. Donc ça, c'est le principe de la spectro-imagerie. Et quand on va modéliser ces canaux, on va pouvoir modéliser non seulement la vitesse, enfin les mouvements dans cet objet, mais on démontre à partir de ce type de carte où les disques sont en rotation keplérienne, comme les planètes autour de notre Soleil, de la même façon. Mais on va aussi démontrer, on va aussi arriver à remonter aux paramètres physiques. Alors, un des plus beaux résultats d'ALMA qui est arrivé assez vite, ça a été ces images, donc de la spectro-imagerie sur le monoxyde de carbone, c'était la transition 3.2. Et là, ce que vous voyez, en fait, vous voyez des parties extrêmement fines. Donc ici, vous avez le diagramme de rotation donc de ce disque. Donc la partie qui se trouve ici, voilà, ici, là, va traduire la vitesse du système. Et on voit bien que ça ressemble à ça. Pourtant, ce sont juste des observations avec beaucoup de détails parce qu'on a une très bonne résolution. Et puis ensuite, celui-là, par exemple, qui ressemble bien à celui-là. Et puis l'autre, en symétrique de l'autre côté. Donc, en fait, ça correspondait assez bien à ce que l'on savait. Et puis, aux surprises, on a une espèce d'image fantôme que vous voyez ici. Et vous voyez aussi une autre image fantôme ici, qui correspond aux deux vitesses que je vous ai montrées. En fait, ce qui se passe, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on le voit ici. Ici, vous avez l'altitude dans un disque en fonction de son rayon. Et on s'aperçoit, je vous ai dit que cette partie-là qui se trouve près du plan du disque, en fait, elle est cachée du flux de l'étoile parce que par les poussières qui absorbe l'émission visible de l'étoile. Donc en fait, ce plan est très froid. Et il est tellement froid que les molécules de CO sont en fait des manteaux de glace à la surface des grains. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le CO en phase gazeuse, on va le trouver dans une couche au-dessus. Et puis encore très au-dessus, là par contre il fait chaud. Donc en fait, on n'aura plus de CO. Il sera ce qu'on appelle le photodissocié. On aura du C et du jaune, on n'aura pas de CO. Donc, au lieu d'avoir un beau disque comme celui-là sur le plan, on a en fait une espèce d'aile de papillon. Et puis, ça, c'est la surface. Mais un disque, il y a aussi un autre morceau de ce côté-là. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est la couche moléculaire qui est ici, la couche moléculaire qui est ici. Et à partir de ces observations, on montre qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, ou très peu de monoxyde de carbone sur le plan du disque. Donc ça a été modélisé, c'est ce que vous voyez ici. Si le disque, l'émission du monoxyde de carbone était bien le long du plan du disque, c'est ce qu'on appelle le disque plat, c'est ce que vous voyez là. Et ensuite, on voit la partie qui vient vers nous et l'autre partie de l'autre côté. Donc en fait, ces observations ont permis de nous conforter dans l'image globale qu'on avait des disques, à savoir des plans très froids, où les molécules sont... tels que le monoxyde de carbone, sont sous forme de glace pour l'essentiel sur les grains. Donc ça, c'était un des plus beaux résultats d'ALMA qui est arrivé assez vite et qui a permis du coup d'aider vraiment à comprendre non seulement la structure thermique, parce qu'elle a validé la structure thermique, c'est-à-dire un plan froid et plus chaud au-dessus, mais elle a aussi permis d'ouvrir la voie à la compréhension de l'astrochimie et du couplage entre comment les molécules de gaz, le gaz va interagir avec les grains, y compris au niveau chimique. Dans cet objet-là, il y a eu aussi qui est en fait un objet qui fait 2 masses solaires, qui a à peu près 1 million d'années, donc un peu plus chaud
et un peu plus massif que le Soleil. Il y a eu un certain nombre d'observations. Donc là, je vous montre une image du monoxyde de carbone, mais c'est l'isotope 13CO et C18O. Et si vous regardez bien la structure, on s'aperçoit en fait, on a l'impression de voir des anneaux, surtout en 13CO. Là, ça se voit bien. Et donc, quand on fait une coupe, en moyenne, en fait, cette émission, et qu'on fait une coupe en fonction du rayon, on s'aperçoit effectivement qu'on a des structures. Et quand on regarde cet objet en continuum, là c'est l'émission de la poussière, alors là, les anneaux, on les voit vraiment bien. Donc, on est passé d'une structure, on faisait des modèles de disques assez doux, etc. Puis finalement, voilà les structures en anneaux. Ces structures en anneaux, si vous vous rappelez bien des simulations que je vous ai montrées, on commence à avoir des observations qui sont à l'échelle des processus physiques. Alors, vous remarquez aussi un petit détail, c'est qu'en fait, ces anneaux, ils peuvent avoir de la sous-structure. C'est ce qu'on voit ici. Alors là, en comparant les anneaux de poussière et les anneaux de gaz, qui étaient au même endroit, dans ce papier, les gens sont arrivés à montrer que finalement, avec 3 planètes, on crée 3 sillons et on aurait donc 3 planètes. Donc on commence à voir non pas les planètes, mais les traces directes de la présence de planètes. Plus difficile à faire avec les observations à très haute résolution angulaire. En fait, les planètes vont déformer localement le champ de vitesse. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous avez ici une simulation qui montre cette déformation. Ça a été donc simulé par un code. Et donc, cette déformation, l'étude de cette déformation que l'on voit aussi ici, sur le champ de vitesse, c'est un canal de l'émission, permettent de prédire quelle va être la masse de la planète. Et donc là, typiquement, en fait, c'était une planète assez massive. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des planètes massives, on sait caractériser comme ça, qui sont de l'ordre de, je dirais, 1 à quelques masses de Jupiter. Voilà. Alors ce transparent, il est là pour vous faire peur, parce que moi aussi, il me fait peur. C'est en fait un transparent qui montre la complexité auquel on peut arriver quand on veut analyser des données comme celles que je vous ai présentées, en tenant compte de toutes les longueurs d'onde d'observation pour essayer d'avoir l'image la plus complète de cet objet. Donc ça nécessite des observations qui vont des rayonnements X au millimétrique, des modèles qui permettent de modéliser l'émission de la structure de la poussière et de la structure de gaz que l'on observe, et ensuite, par itération successive, avec les observations que l'on a à la fois de la poussière, mais aussi des émissions, là, ici, c'était donc de CO et de quelques-uns de ces isotopes pour plusieurs transitions, remonter aux abondances de la molécule. Le problème de fond dans ce type de modèle très sophistiqué, c'est qu'il faut arriver à maîtriser les causes d'incertitude à la fois liées au modèle, mais aussi aux observations à tous les états. Donc c'est vraiment un problème très complexe. Alors un autre résultat en fait qui a marqué toute la communauté qui travaillait sur les disques, et je pense au-delà, et qui est arrivé extrêmement vite, c'est l'observation de HLTO, qui est une étoile jeune située dans le Taureau. Donc ici, vous avez une vieille image faite avec l'interféromètre du plateau de Bure, où on voit grosso modo essentiellement ce qu'on pourrait appeler un pentatoïde de révolution. C'est pas très joli. On se dit, c'est un objet étendu, relativement doux en termes de distribution. Et puis en fait, quand on l'observe avec une résolution angulaire qui est de l'ordre de quelques unités astronomiques, on s'aperçoit qu'on a une série d'anneaux concentriques. Et donc, si vous vous rappelez bien la modélisation que je vous ai montrée, où il n'y avait qu'une seule planète, la première idée qui vient, c'est chaque anneau égale une planète. Donc en fait, on a plein de planètes dans ce système en train de se former. En fait, il s'avère que ce n'est pas si simple, mais aujourd'hui, on n'a pas d'explication 100% satisfaisante pour savoir si tous ces anneaux sont liés à de la formation planétaire, mais il est clair qu'il y a une fraction importante de ces anneaux qui est nue. En fait, ces anneaux et ces structures dans les disques, on les connaissait déjà en infrarouge.
Ça, ce sont des observations qui ont été faites entre les années 2005 et 2015 avec le Subaru, qui est un télescope japonais localisé sur l'observatoire de Hawaï. Et donc là, vous voyez l'émission infrarouge, donc en fait à 1 millimètre, 1 micron de longueur d'onde. Et là, vous vous retrouvez à nouveau dans le domaine de la lumière diffusée. Donc en fait, les grains de poussière vont diffuser l'émission de l'étoile. Et si on regarde bien, on s'aperçoit qu'on a des structures. Là, par exemple, on a un trou. Là, par exemple, on a un sillon. Là, on a l'impression qu'on voit clairement des spirales. Donc, en fait, on a beaucoup de structures. Alors, je vais vous montrer un petit modèle qui montre comment on peut créer des spirales dans un disque. Voilà. Ça, c'est un petit modèle qui est assez ancien, qui date des années 2004. Donc tout ça, ça dépend bien entendu des propriétés physiques du disque, de son épaisseur, de sa densité, mais aussi de l'embryon planétaire qui est enfoui dedans. Donc en fait, on a envie de dire que finalement, on est soit dominé par des spirales, soit dominé par des anneaux, mais en fait, on s'aperçoit bien que ces anneaux, à l'intérieur de ces anneaux, on a de toute façon des spirales, mais c'est un problème de contraste d'intensité. Donc là, je vous montre un bel exemple de spirale. Ça a été obtenu avec un instrument sphère, c'est aussi une observation à 1 micron de longueur d'onde sur une planète, une étoile qui fait une masse solaire, et donc on voit très très bien la spirale. Là, vous avez des observations allemandes qui sont de bien moins bonne qualité, émissions du gaz et de la poussière qui ne permettent pas de dire grand-chose sur la formation planétaire. Par contre, là, ce que vous voyez, c'est la comparaison des observations avec ce qui serait le meilleur modèle, un modèle similaire à celui que je vous ai présenté précédemment, mais plus moderne, et je dirais qui décrit mieux les phénomènes physiques associés à la formation des planètes. Et donc là, on aurait la formation de ces spirales serait due à la présence de deux objets qui seraient ici. Ici, vous avez un exemple en millimétrique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'émission en lumière diffusée, il y a tellement de petits grains qui diffusent la lumière, c'est comme je vous ai parlé de la surface du disque. Ça veut dire que vous voyez ce qui se passe. Si vous prenez un disque qui est vu comme ça, vous voyez ce qui se passe en haut, mais vous ne voyez pas ce qui se passe sur le plan du disque où se forment les planètes. Donc si vous voulez vraiment caractériser correctement ces spirales et ces anneaux, il faut aller dans un domaine où l'émission de la poussière permet de voir à travers le disque, et encore une fois, c'est le domaine millimétrique. Donc là, vous avez un exemple de spirale observée avec ALMA à 1,3 mm. Et vous avez encore d'autres exemples ici. Ça, c'est un atlas de 32 disques localisés dans le taureau. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ont étudié la position, la largeur des sillons, le contraste entre les sillons et l'émission du disque autour, la séparation entre les sillons. Ils arrivent à la conclusion que dans la plupart des cas, ça pourrait s'expliquer par des planètes de faible masse. Mais quand on dit de faible masse, c'est quand même des planètes qui sont plus massives que la Terre. Et voilà, donc là, on peut considérer qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait un nombre important de ces objets qui correspondent vraiment à des systèmes planétaires en formation. Là, encore d'autres exemples d'atlas à 1,3 mm. Et ce qui est remarquable, c'est que vous voyez énormément ici, non pas de spirales, mais d'anneaux. Et quand vous regardez plus en détail dans cet atlas, il y a une partie où on voit très bien des spirales et une autre où on voit très bien des anneaux. Donc on a de plus en plus d'évidence de formation planétaire. On ne voit pas la planète, mais... Alors je vous ai présenté des objets où on voyait des évidences de formation planétaire à partir de l'émission de la poussière. Mais qu'en est-il du gaz? Le gaz est extrêmement intéressant parce que le gaz nous donne directement la vitesse, ce que ne nous donne pas la poussière. Alors je vous présentais la Vega, qui est un objet complexe qui fait 2 masses solaires, qui est encore enfoui dans une nébuleuse par réflexion, c'est ce que vous voyez ici.
Donc l'objet central est caché. Et quand on regarde en grande échelle, on s'aperçoit qu'on a des spirales. Exactement comme les spirales que je vous ai montrées ça c'est à 1 micron de longueur d'onde. Il y a un masque au centre, donc là les toilettes au centre, on n'en a pas. On a observé cet objet il y a quelques années avec l'interféromètre du plateau de Bure. Et voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé en fait des bras spiraux dont on a pu tracer la vitesse, puisque nous on a fait ça à partir du gaz, donc à partir de cartes CO de l'interféromètre. On voit aussi ces spirales. Et quand on observe plus en détail, ça c'est l'émission de la poussière observée avec l'interféromètre du plateau de Bure. Dans la partie centrale, l'étoile est au centre, il y a un petit disque au centre, et de façon extrêmement étonnante, on trouvait de l'émission CO aussi au centre, avec un gradient, puisque là vous avez donc la partie qui vient vers nous, donc, et là la partie qui s'éloigne. Donc la question se posait de connaître l'origine de cette émission. Est-ce que c'était simplement un disque en rotation qui se trouvait, l'émission du disque de gaz autour de l'objet central? Qu'est-ce que ça pouvait être? Donc l'étape d'après, c'était de passer à l'observation avec ALMA. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà la surprise qu'on a eue. En fait, ce que vous voyez ici, c'est l'émission de la poussière. Donc c'est l'anneau de poussière. Et quand vous observez à très haute résolution angulaire, c'est-à-dire qu'en fait vous observez à 2 unités astronomiques, vous vous apercevez que le monoxyde de carbone, ben, en fait, il trace une spirale, lui aussi, au centre de la cavité. Et en fait, ce monoxyde de carbone, et cette émission, cette spirale au centre de la cavité, s'expliquerait par la présence d'une ou deux planètes qui seraient localisées ici, en prenant en compte les modèles récents de formation de bras spiraux dans les dits. Donc la prochaine étape, et ben en fait maintenant, c'est de retourner à l'interféromètre du plateau de Bure pour observer le disque circumplanétaire. Donc j'espère que d'ici 2-3 ans, on commencera à avoir des images de disques circumplanétaires associés à toutes ces spirales que je vous ai montrées. Et donc je vais m'arrêter là. Je m'excuse d'avoir un peu dépassé. Voilà. Et puis pour alimenter les questions, je vais vous présenter un petit film, mais je peux y aller pour les questions. En fait, il s'agit de drones qui survolent le signe de Charenton. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'avais une question au sujet de la réception des signaux. Vous observez une fréquence déterminée, et la puissance qui est reçue, elle doit être infinitésimale. Vous n'en avez pas parlé, mais Oui. il serait intéressant d'avoir un ordre de grandeur. Bon, ça c'est une première chose. Donc, ensuite, vous faites la corrélation de ces signaux issus des différentes antennes. Et vous avez forcément une certaine bande passante qui, dans l'inverse, correspond à un temps de corrélation. Quel est l'ordre de grandeur de ce temps de corrélation? Est-ce que c'est une minute, 1 heure, 1 jour, 10 jours? Oh, c'est très court. C'est de l'ordre de la seconde, hein, c'est très court. C'est très court, de l'ordre de la seconde. C'est très très court. On doit calibrer des façons, c'est très très court, c'est même en dessous de la seconde. Donc, alors ensuite, pour répondre à votre première question, nous, notre unité, c'est le Jansky. Donc, ça fait, grosso modo, moins de 10, moins 26 watts par mètre carré. Très petit. 10 moins 26, 10 puissance moins 26 watts par mètre carré. Voilà. À quelle température est refroidi le détecteur? Pour chaque antenne. Oh, ben, ils sont en général refroidis à la température de l'hélium. Voilà. Quelques Kelvin. Dizaines de Kelvin. Voilà. Sinon, on va combien?
Et le lien de l'air, par exemple, d'un véhicule d'antenne, c'est quoi? Le gain en termes de... En termes de décibels, Alors en décibels, ça de tête là, je ne sais pas les calculer. Si vous voulez, ça vous paraît de gain en termes de sensibilité. Vous voulez, bon, je ne peux pas vous le donner en termes de décibels, c'est pas faisable. si vous voulez, on explique plusieurs antennes, en fait, on en passait une très grave. Voilà, oui. Voilà. On sait pas faire une antenne de 400 mètres de diamètre, vous connaissez combien. Quand on en a un certain nombre espacé, quand vous mettez vos suivis de même s'il y a un fond de réel, vous les mettez en phase. Oui. Vous additionnez en phase tous ces signaux, j'imagine, pour faire un lien équivalent. Pour avoir l'équivalent du fond d'antenne. Oui, c'est plus compliqué que ça en fait, parce que si vous voulez, expliquer ça. Alors, voyons, comment vous l'expliquer? Il y a des pertes, il y a l'atmosphère dont il faut tenir compte, d'accord? L'atmosphère, ok? Il y a le fait que plus vous avez d'antennes, plus vous aurez une grande précision sur votre image. Donc, faut en tenir compte dans votre calcul de gain. D'accord? Je peux pas vous le donner comme ça en décibels. Là. Je suis pas capable, je suis désolé. Un autre point, c'est qu'on ne les met pas en phase. On mesure la phase. Vous avez dit on les met en phase. On ne les met pas en phase, on mesure la phase. Le corrélateur permet de mesurer la phase. Exactement. D'accord? Mais la phase est mesurée. Ok? Ce qui n'est pas le cas des interféromètres optiques. D'accord? Voilà, c'est ça. Enfin, je crois que c'est ça. Oui, mais est-ce que le fait de déplacer les antennes ne perd pas quelque part quelque chose pour les cendres de phase des antennes? Alors, c'est pour remesurer, on remesure. C'est un enjeu qui fait des tonnes. Eh ben, écoutez, on remesure tout, on remesure précisément les lignes de base. C'est parmi les phases de précalibration avant de mettre en route l'instrument. Quand vous avez vu le petit truc avec les petites antennes qui bougeaient là, dans tous les sens, ils pouvaient très bien être en train de faire des lignes de base. Pour mesurer les lignes de base, ce qu'on fait, c'est que, bon, d'abord, on connaît très bien la position des stations. Alors, on les voit très bien, d'ailleurs, les stations, là, vous avez des triangles, on les voyait tout à l'heure. Bon, on connaît très bien la position des stations. On repose les antennes au millimètre près, et ensuite, on mesure précisément la différence entre les positions que l'on connaît et les antennes pour avoir précisément la ligne de base, en observant un modèle d'un certain nombre d'objets astrophysiques qui sont des quasars, dont on connaît par ailleurs la position, et c'est comme ça qu'on résout mathématiquement la position des antennes. C'est un étalonnage. Exactement. Ah, Voilà. Quelle est la précision de la Sinon, connaître? ça marche pas. Avec quelle précision vous avez besoin de connaître la position de l'antenne? Bah écoutez, c'est simple, vous mesurez, vous voyez mieux que le millimètre. Voilà. C'est ça. À la fin, il faut arrêter ça. Une autre question ici au bureau. Merci. Merci d'abord pour votre présentation. Petite question. Bon, ALMA a été conçu, donc les premières discussions ont été faites il y a 30 ans à peu près. Hein, il a fallu 10 ans pour... Oui, pas tout à fait. En fait, c'est plutôt 94. D'accord. Donc ça Voilà, fait c'est 20 plutôt 20 ans, 25 ans. Ça a été assez rapide, hein, parce qu'il a été mis en opération en 2011. Donc, il faut compter sur 20 ans. C'est un des instruments qui a été construit assez rapidement. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose d'autre dans les tiroirs ou est-ce que c'est simplement Alors, l'évolution? Il y a une deuxième génération d'instruments qui va venir. Il y a des améliorations qui sont faites sur le corrélateur. Il y a des améliorations qui sont faites sur le corrélateur. On rajoute des bandes de réception au fur et à mesure. Par exemple, il va y avoir une bande à 30 gigas, 7 à peu près 1 cm de longueur d'onde, d'ici 2022-2023. Donc en fait, il y a un plan d'évolution d'ALMA. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore d'instrument. Bon, il y a toujours des gens qui préparent ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas de super ALMA qui va être construit ailleurs d'ici 10 ou 20 ans.
Par contre, vous avez un télescope qui s'appelle le Square Kilometer Array, qui est un interféromètre qui va être finalement beaucoup plus gros que celui d'ALMA, et qui va fonctionner aux longueurs d'onde de radio, donc beaucoup plus basses. Enfin, beaucoup plus longues en longueur d'onde et beaucoup plus bas en fréquence. Voilà. Et il devrait entrer en opération, mais pas en 2025 pour première... voilà. Il est encore à la fois dans une phase de pré... Je dirais qu'il est dans la phase... il n'est pas encore dans la phase de construction, il est dans la phase de finalisation des choix, des méthodes, etc. Et est-ce qu'il est prévu d'en rajouter? Parce que plus on Alors- en rajoute, mieux c'est, moins on a besoin de les bouger. Ouais, mais Et je disais, est-ce qu'il est prévu de rajouter des- c'est surtout que plus on rajoute d'antennes, plus on a de sensibilité, puisque la sensibilité, c'est la surface collectrice. Plus on a de surface collectrice, plus on peut observer sur les grandes lignes de base, parce que on peut voir des détails plus fins, peut-être, mais pour voir des détails plus fins, il faut avoir plus de sensibilité. Donc, on aimerait bien en ajouter quelques-unes, mais a priori, pour le moment, c'est en discussion, mais il n'y a pas vraiment de plan de financement pour ajouter les antennes. C'est juste pour aller dans ce sens-là, parce qu'on parlait de donc 50 antennes, et plusieurs fois, tu as parlé de 50 antennes, et en plus, il y en a 4 de 7 mètres, et il y en a d'autres rajoutées de 12 mètres. Donc celles qui ont été rajoutées, pourquoi est-ce qu'il y a d'abord celles qui ne sont pas à la même dimension, pourquoi? Et puis celles qui ont été rajoutées qui ont la même dimension, pourquoi? Dans le fourrier. Alors allons-y. Voilà. Alors, essentiellement, le problème de fond, c'est que des antennes de 12 mètres, avec des antennes, le diamètre de l'antenne va fixer la taille maximale des détails que vous allez pouvoir voir. C'est-à-dire qu'en fait, pour reconstruire correctement un interféromètre et avoir les émissions de ce qu'on appelle des grandes échelles aux petites échelles, il faut avoir un télescope antenne simple, donc là ce sont les 4 antennes de 12 mètres. Il faut avoir un télescope avec des antennes de taille relativement modeste pour avoir les échelles intermédiaires, et ensuite un télescope avec de grandes antennes et qu'on répartit sur les grandes lignes de base pour avoir comme ça toutes les structures spatiales de l'objet qu'on étudie. Alors pour les électroniciens ou les gens qui savent, disons qu'un interféromètre, c'est un filtre passe-bande dans le plan de Fourier. Voilà. Mais... Donc c'est ça. Donc si vous voulez avoir toutes les échelles spatiales, il faut effectivement faire ça. Mais tous les projets ne requièrent pas toutes les échelles spatiales. Un interféromètre, quand on observe, on l'adapte à la structure de l'objet, à la taille de l'objet qu'on observe. J'ai deux questions. La première, est-ce que finalement, ça va plus être exceptionnel, est-ce que ça cue, si on peut dire, tout le reste? Ça, c'est la première question. Donc, quand il est de tête au figure, est-ce qu'il est en vrai des années récentes? Non. Et puis, au sud de la Sierra Nevada aussi, est-ce que c'est encore utilisé? Et puis, alors, la deuxième question, est-ce que aussi ça peut être utilisé pour d'autres observations, en particulier dans le système solaire? Alors, la deuxième réponse, c'est oui. C'est même extrêmement intéressant pour, par exemple, imager en instantané une comète, vous voyez, une comète qui dégaze. Donc, ça n'a pas encore vraiment été fait parce que, il faut attendre la comète elle-même quand elle va passer, enfin, la nouvelle comète Hale-Bopp, je ne sais pas comment elle s'appellera. Il n'y en a pas encore eu, mais il est clair qu'une des limitations qu'il y avait pour Hale-Bopp, ou bien attaquer sur les observations du plateau de Bure, c'est qu'à cause du peu d'antennes qu'on avait, on n'arrivait pas à reconstruire une image correcte instantanément de toute la structure de la comète. Là, avec ALMA, c'est faisable. On peut même observer le soleil. Vous voyez? Donc là, c'est non. Et l'autre réponse, c'est en fait, c'est non. Pour deux raisons. Le 30 mètres, en fait, il observera toujours les grandes échelles. Et encore avant-hier, j'ai discuté avec un collègue qui a justement étudié la nébuleuse d'Orion que je vous ai montrée. Et il a fait des observations ALMA à très haute résolution angulaire, dans les plus petits détails qu'il pouvait voir
devait être de l'ordre, je pense, de 1000 unités astronomiques, où c'est donc vraiment à la distance d'Orion, c'est vraiment très fin. Mais justement, quand on observe avec un interféromètre, comme je vous ai dit, on voit on est sensible qu'à une bande restreinte de fréquence spatiale. En rajoutant les données du 30 mètres, il arrive à retrouver ce que nous on appelle le flux manquant et qui permet de voir les structures étendues. Donc 30 mètres plus interféromètre ALMA a donné un très très beau résultat pour comprendre la structure filamentaire des nuages moléculaires dans Orion 1. Ces filaments, en fait, il y a des grumeaux, des cœurs denses dans lesquels vont se former les étoiles. Donc ça, on a toujours besoin de ce type d'antenne. Et en ce qui concerne NOEMA, l'interféromètre du plateau de Bure, il y a eu plusieurs phases de... Alors, c'est mon anglais qui me vient, d'upgrade, excusez-moi, d'amélioration, dont l'une a consisté à doubler le nombre d'antennes. On va passer à 12 antennes. Ça veut dire qu'on va doubler la surface collectrice. On va augmenter la ligne de base, pas tout à fait d'un facteur 2, mais pas loin d'ici 2 ans. Et surtout, il y a un nouveau corrélateur qui permet d'observer une bande de fréquence extrêmement grande. Et cette bande de fréquence extrêmement grande va permettre d'observer beaucoup de raies à la fois. ALMA a un corrélateur extrêmement puissant. Vous pouvez faire un nombre de raies, je dirais, vous pouvez faire plusieurs observations de raies à la fois, mais avec le corrélateur polyfixe du plateau de Bure, vous pouvez en faire vraiment, vous avez une bande passante qui doit être en 32 GHz à la fin, pas maintenant, donc là vraiment vous pouvez faire beaucoup de choses. Du coup, c'est un instrument qui est devenu comparable. C'est sûr que si vous voulez voir des sillons très fins autour d'une planète et mesurer un disque circumplanétaire, vous n'allez pas utiliser NOEMA. Par contre, si vous voulez déterminer de façon globale la structure en chimie d'un disque sur des molécules relativement faciles à détecter, vous utiliserez NOEMA. Donc en fait, voilà. Et dernier point, NOEMA est dans l'hémisphère nord, alors qu'ALMA est dans l'hémisphère sud. Donc il y a des sources qu'ALMA ne pourra jamais faire réciproquement. Je vais vous faire poser une troisième question. L'EM passerait un petit spécialiste qui s'appelait Codin, Oui. que la France a fait les Suédois, qui observait aussi dans le domaine cinémétrique. Y a-t-il dans le domaine spatial des projets qui seraient complémentaires aux initiés au sol? Alors, dans le domaine millimétrique et submillimétrique, pas vraiment. Il y a un projet SPICA qui est dans l'infrarouge. Et ensuite, il y a bien sûr le JWST, donc le James Webb Space Telescope, qui est le successeur du Hubble Space Telescope américain, dont le lancement a été retardé de 2 ans et qui lui permettra d'observer dans l'infrarouge et qui sera très complémentaire d'elle-même. Et dans le millimétrique aussi? Dans le millimétrique et le submillimétrique, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de télescope. Non, pas à ces longueurs d'onde-là. Et il y a eu Blanc. Voilà, il y a eu Blanc, mais bon, il y a eu Blanc et Herschel, nous en déplaçons, mais encore, c'était pas tout à fait les mêmes fréquences, mais bon. C'était plutôt le phare infrared, comme on dit. Oui, bonsoir. J'ai vu il n'y a pas longtemps un documentaire, T2, qui présentait une hypothèse concernant Jupiter, disant qu'en fait, il pensait que Jupiter était aurait pu être une étoile, qu'en fait le Soleil c'était un couple d'étoiles en formation, et que Jupiter s'est formé en n'arrivant pas à s'allumer, restait planète gazeuse, parce qu'il manquait des conditions physiques pour que réellement elle s'allume et qu'il y ait 2 soleils. Est-ce que là-dessus vous avez des éléments? Je crois que c'est une équipe américaine qui a fait ça. Alors, sur ce point spécifique, non, je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais c'est effectivement
dans tous les objets que je vous ai montrés, il y a beaucoup de... Si vous avez bien remarqué, c'était des objets de la masse de Jupiter. Il y en a aussi qui sont de 10 masses de Jupiter, vraisemblablement pour former les sillons qu'on voit aujourd'hui. Donc en fait, ce ne sont plus tout à fait des planètes. Ce sont déjà des naines brunes. Donc oui, c'est tout à fait possible, hein, mais je n'ai pas d'éléments de plus à vous donner. Merci.